Le capitalisme ressemble parfois à une mer sans rivage. Il avance, absorbe, transforme, accélère. Il bâtit des fortunes avec la même énergie qu'il détruit des équilibres. Il éclaire des villes entières, tout en laissant dans certaines rues des silhouettes attendre encore un peu de chaleur humaine. Depuis 2 siècles, il a façonné nos sociétés avec une efficacité presque mythologique. Pourtant, une question demeure suspendue au-dessus de nos économies comme un ciel d'orage. Comment imposer l'éthique à une mécanique dont la vocation première est le profit? La difficulté tient peut-être à une confusion ancienne. Nous avons longtemps cru que la prospérité suffisait à produire naturellement la justice, comme si l'abondance économique allait par ruissellement moral irriguer les consciences. Mais l'histoire nous a enseigné autre chose. Le marché n'a pas de morale intrinsèque. Il n'est ni bon ni mauvais, il est une force. Et toute force, laissée sans limite, finit par oublier l'homme au profit du mouvement lui-même. Le capitalisme contemporain possède une puissance fascinante. Il peut financer des innovations extraordinaires, prolonger l'espérance de vie, connecter les continents, transformer une intuition née dans un garage en un empire mondial. Mais cette même énergie peut également précariser les travailleurs, épuiser des ressources naturelles et convertir chaque parcelle du vivant en marchandise potentielle. Là réside le paradoxe. Le capitalisme excelle à produire de la valeur, mais peine souvent à distinguer ce qui a un prix de ce qui a une dignité. Imposer l'éthique au capitalisme suppose d'abord de comprendre que l'éthique ne peut être un supplément décoratif. Elle ne peut être cette couche de vernis vert ou humaniste que certaines entreprises appliquent sur leur plaquette de communication entre deux slogans sur l'humain au cœur des valeurs. L'éthique véritable dérange, elle limite, elle interdit parfois. Elle oblige surtout à accepter qu'il existe des frontières que l'argent ne devrait jamais franchir. Or, notre époque entretient une étrange fascination pour l'imiter. Toujours plus vite, toujours plus rentable, toujours plus connecté. Le succès économique est devenu une forme de théologie moderne. Les chiffres trimestriels remplacent parfois les anciens oracles. Les marchés sanctionnent ou bénissent avec une froideur mathématique qui semble échapper à toute considération humaine. Dans cet univers, la lenteur paraît suspecte, la sobriété presque inconvenante. Pourtant, l'éthique commence précisément là, dans la capacité à dire non à certaines possibilités pourtant rentables. Refuser qu'un salarié soit traité comme une variable d'ajustement, refuser qu'une rivière devienne le prix acceptable d'une croissance industrielle, refuser que la dignité humaine soit subordonnée à la performance financière. En réalité, imposer l'éthique au capitalisme revient à réintroduire une hiérarchie des valeurs dans un système qui tend spontanément à tout mettre sur le même plan. Mais il serait trop simple de croire que cette responsabilité repose uniquement sur les États ou les grandes entreprises. Une autre puissance existe, plus discrète, plus diffuse, presque silencieuse, celle du consommateur. Car le capitalisme obéit avant tout à une logique élémentaire. Il produit ce qui se vend. Derrière chaque marché prospère se cache une multitude de gestes quotidiens, souvent anodins en apparence. Un clic, un panier rempli, une préférence accordée à une marque plutôt qu'à une autre. Le consommateur moderne aime parfois se penser prisonnier du système alors qu'il en est aussi l'un des architectes. Chaque achat est un bulletin de vote silencieux. Acheter n'est pas seulement acquérir un objet, c'est encourager un mode de production, une vision du travail, une certaine idée du monde. Derrière un vêtement à bas prix peut se cacher un atelier invisible où des enfants cousent dans une chaleur étouffante. Derrière une alimentation abondante peuvent se dissimuler des terres épuisées ou des océans vidés de leur vie. Le capitalisme comprend admirablement une seule langue, celle de la demande. C'est peut-être là l'une des grandes contradictions de notre temps. Nous dénonçons les excès d'un système dont nous nourrissons quotidiennement les mécanismes. Nous voulons des entreprises vertueuses, mais des prix toujours bas. Nous réclamons des productions locales, tout en cédant à l'immédiateté mondialisée. Le consommateur contemporain ressemble parfois à un citoyen partagé entre sa conscience et son désir. Pourtant, son pouvoir est immense.
lorsqu'une partie significative de la population refuse certains produits, exige de la transparence ou privilégie des entreprises responsables, le marché s'adapte avec une rapidité étonnante. Non par morale spontanée, mais parce que l'éthique devient économiquement incontournable. Certaines multinationales ont changé davantage sous la pression des consommateurs que sous celle des gouvernements. Le boycott, la traçabilité, les labels environnementaux ou sociaux sont devenus des instruments modernes de régularisation morale. Cela ne signifie pas qu'il faille transformer chaque acte d'achat en examen de conscience épuisant. Une société ne peut survivre dans une culpabilité permanente. Mais il existe une différence essentielle entre consommer aveuglement et consommer lucidement. L'éthique commence peut-être par cette simple vigilance, accepter de voir ce qui se cache derrière les vitrines lumineuses. Bien sûr, le consommateur seul ne sauvera pas le monde. Tous n'ont pas les mêmes moyens ni la possibilité de choisir systématiquement les produits les plus vertueux, souvent les plus coûteux. C'est pourquoi le rôle de l'État demeure essentiel. Fixer les règles claires, protéger les biens communs, empêcher les abus de position dominante. Lorsqu'il renonce à cette mission, le marché finit toujours par imposer sa propre loi qui est celle du plus fort ou du plus rentable. Cependant, la loi seule ne suffit pas. Une société qui délègue entièrement sa morale au droit finit par produire une conformité sans conscience. L'éthique doit aussi venir des entreprises elles-mêmes, non comme un élément de communication, mais comme une philosophie de responsabilité. Certaines commencent à comprendre qu'une entreprise n'est pas uniquement une machine à dividendes. Elle est une communauté humaine insérée dans un territoire dépendante d'un environnement naturel et social qu'elle ne peut détruire indéfiniment sans se condamner elle-même. Le véritable enjeu est peut-être culturel. Pendant longtemps, nous avons admiré l'homme qui conquiert. Il faudrait désormais admirer davantage celui qui préserve. Nous avons glorifié la réussite spectaculaire. Il devient urgent de reconnaître aussi les vertus discrètes, la modération, la fidélité, la souci du long terme. Une civilisation se révèle moins dans sa capacité à produire des milliardaires que dans sa manière de protéger les plus vulnérables. Car le capitalisme ne sera jamais moral par nature. Il peut en revanche être contenu, orienté, civilisé, comme un fleuve puissant que l'on canalise pour irriguer plutôt que pour dévaster. Cela exige du courage politique, mais aussi une transformation plus intime, celle de notre rapport au désir. Tant que les sociétés mesureront la réussite exclusivement à l'accumulation matérielle, le capitalisme poursuivra mécaniquement cette logique jusqu'à l'épuisement. L'éthique ne consiste pas seulement à corriger les excès du système, elle consiste à redéfinir ce que nous appelons une vie réussie. Peut-être est-ce là le véritable combat philosophique de notre siècle. Non pas abolir le capitalisme. Les utopies qui ont voulu le remplacer ont souvent engendré d'autres violences. Mais lui rappeler qu'il n'est qu'un outil et donc une finalité. Une société qui transforme l'économie en religion finit toujours par sacrifier quelque chose d'essentiel, le temps humain, la beauté du monde ou simplement la fraternité ordinaire. L'éthique est cette voix fragile qui murmure au milieu du vacarme des marchés que tout ce qui compte ne se vend pas. Il est possible qu'une civilisation commence précisément au moment où elle accepte enfin cette évidence.